Délivrez-vous. Bonjour à tous, bienvenue dans le 20e numéro Délivrez-vous que vous pouvez retrouver sur le blog Culture Tout Azimut et sur YouTube. Marc au micro pour vous accompagner dans cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année. À mes côtés, l'équipe habituelle de chroniqueurs est réunie. Je salue donc Louise et Gabriel. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Très bien. En forme pour cette nouvelle année. Bonne année à tous. Alors sans plus tarder, place au générique et à la première partie Délivrez-vous avec le livre du jour. Dans notre 20e numéro Délivrez-vous, le livre du jour s'intitule « Les batailles du dimanche ». Cet ouvrage a paru aux éditions PUF dans la collection Le lien social. Il est écrit par Jean-Yves Boulin et Laurent Lesnard. Le sous-titre de cet essai est « L'extension du travail dominical et ses conséquences sociales ». Marc, peux-tu nous dire quelques mots sur les auteurs ? Ils sont tous les deux sociologues, leurs travaux sont centrés sur la question du temps et plus particulièrement du temps de travail. Peux-tu nous dire quel est le propos de cet ouvrage ? Il s'agit dans un premier temps de proposer une approche historique relative au travail du dimanche, en lien avec la signification sociale particulière de ce jour. Pour cela, les auteurs convoquent l'histoire contemporaine et les luttes sociales qui ont conduit à la situation prévalant en France en ce début de XXIe siècle. Après ce détour historique, les auteurs redeviennent sociologues et cherchent à mesurer l'impact de la banalisation croissante du travail du dimanche sur la société. Un constat s'impose. Depuis les lois Caillé jusqu'à la loi Macron, la libéralisation du droit, en particulier dans le domaine du commerce et des services, s'impose. Le propos des auteurs n'est pas de condamner dans son ensemble le travail dominical, mais d'interroger ces nouveaux besoins émergents. Les secteurs des transports, de la sécurité ou de la santé sont traditionnellement ouverts le dimanche. En revanche, le secteur de la vente n'était jusqu'à récemment autorisé que pour le commerce de Bourges, le dimanche matin uniquement. Quelle est l'histoire contemporaine du repos dominical en France ? C'est en 1906 que la législation impose le repos dominical. C'est un retour à une situation antérieure, d'avant la Révolution, quand l'influence de l'Église était grande et dictait l'organisation de la vie sociale. Pendant plus d'un siècle, il a donc été admis que le dimanche devait constituer pour l'immense majorité de la population le jour de repos obligatoire. Depuis 20 ans, ce modèle consensuel est régulièrement remis en cause. Alors dis-nous quelle est la situation en France aujourd'hui ? La société tente à banaliser le travail du dimanche, ce qui était l'exception cantonnée à des secteurs prédéterminés comme la sécurité, les transports ou la restauration, est bousculée. Certes, l'industrie et les services sont encore protégés, mais le secteur du commerce fait l'objet de toutes les revendications. Les enjeux politiques, économiques et sociétaux sont forts. Il s'agit à présent d'augmenter l'ouverture des commerces, et pas seulement les commerces de bouche, ou ceux liés à la culture. Le bricolage, l'ameublement, l'habillement, la grande distribution, tous veulent en être. Et par voie de conséquence, cela nécessite d'étendre les services, par exemple les gardes d'enfants et les équipes de support logistique, telles que le ménage. Sous prétexte de liberté de travailler et de vendre, les horaires d'ouverture devraient être étendus sans respect du dimanche chômé. Des contreparties sont proposées, telles que l'augmentation de la rémunération et des repos compensateurs. De plus, les salariés sont censés être volontaires, mais les auteurs montrent que la réalité n'est pas aussi idyllique. Apporte-t-il des éléments de comparaison avec d'autres pays ? En Europe, depuis les années 90, la tendance rejoint la situation hexagonale. Sensible des régulations des fermetures dominicales, y compris dans les pays protestants où historiquement les créneaux d'ouverture étaient beaucoup plus cadrés et limités qu'en France. Peux-tu nous expliquer quel est le rôle du dimanche et qui est concerné par l'extension du travail dominical ? Environ 70% des personnes en situation d'emploi ne travaillent pas le dimanche. Malgré la tendance actuelle, force est de constater que le dimanche a un statut particulier. Pour ceux qui en douteraient, le livre montre sans ambiguïté que le dimanche sert à la synchronisation hebdomadaire de la famille. Pour leur enquête, les auteurs ont distingué les personnes qui travaillent chez elles et celles qui se rendent sur le lieu de travail le dimanche. Ils ont établi 2 groupes en fonction de la durée du travail. Inférieur ou supérieur à 2 heures, le fameux dimanche. L'impact sur la vie familiale et sociale est fortement dépendant de ces 2 variables. Tous les travailleurs sont-ils égaux face au travail dominical ? Pas du tout. En effet, le travail concerne majoritairement des employés à temps partiel, aux horaires fragmentés et atypiques, autant dire majoritairement des femmes. Ces catégories, malgré les discours du patronat, ont peu de liberté pour refuser le travail du dimanche qui se révèle surtout imposé au détriment des activités sociales pouvant être réalisées en famille ce jour-là. Le travail hors domicile le dimanche réduit à la fois les loisirs et le temps passé en famille. Spécificité typique du dimanche. Et ce temps n'est pas rattrapé à d'autres moments de la semaine, c'est une perte nette. Quels sont les arguments en faveur de l'extension du travail dominical ?
Le premier est économique, même si les chiffres montrent que les bénéfices à moyen et long terme ne sont pas évidents. En effet, cela redistribue les actes d'achat sur la semaine, mais les sommes disponibles ne sont pas extensibles, donc l'activité ne croît pas réellement. Le second est lié à l'évolution des modes de vie et de consommation, à la soi-disant impérieuse adaptation pour répondre aux attentes immédiates de la clientèle. Là encore, ce n'est pas convaincant, on en discutera. Autoriser le travail dominical ne contribue-t-il pas, in fine, à diminuer le chômage ? Il s'agit d'un discours politique et entrepreneurial dominant, mais les chiffres démentent cette réalité, la déception risque d'être grande. Les auteurs convoquent la théorie des jeux pour montrer que l'ouverture des commerces le dimanche est loin de contribuer à augmenter la consommation. Simplement, le jour des achats est décalé, mais à terme, il faudra bien payer. Et ce pourrait être les consommateurs qui honoreront la facture. Qu'en est-il par exemple d'ouvrir les bibliothèques le dimanche ? N'est-ce pas une bonne idée ? C'est une idée à explorer car, à l'inverse de l'activité faire ses courses, qui n'est pas plébiscitée par les personnes interrogées, notamment lors de l'enquête qualitative réalisée à Brive, en revanche, l'accès aux lieux culturels est souhaité. Là où les bibliothèques ouvrent le dimanche, la fréquentation globale augmente. Selon les auteurs, de telles initiatives sont positives mais doivent être réalisées en concertation avec les personnels municipaux afin d'estimer le nombre acceptable de dimanches travaillés pour ne pas trop pénaliser leur propre vie familiale. Qu'en pensent les auteurs du travail du dimanche ? Y sont-ils favorables ? En conclusion, ils indiquent clairement qu'il est indispensable que l'extension du travail dominical soit encadrée et limitée au secteur le nécessitant. Il faut associer les travailleurs au projet d'extension des horaires afin de minimiser les impacts dévastateurs sur la vie familiale et les liens de sociabilité amicale. Je vous propose, chers chroniqueurs, après cette présentation du livre Les batailles du dimanche, que l'on passe à la première question de notre débat. On va commencer par votre opinion personnelle par rapport au travail du dimanche. Et pour cela, indiquons à nos auditeurs que nous enregistrons un dimanche après-midi. Et voyons donc ce que chacun de vous a fait ce dimanche ou dimanche dernier. Commençons par Louise. Alors, ce dimanche, j'ai travaillé sur l'émission d'aujourd'hui. Donc, je trouve que ça va bien dans le thème. Mais est-ce du travail ou du plaisir ? C'était du plaisir parce que j'ai découvert certaines choses, effectivement. Mais ça reste que c'est aussi du travail, du bénévolat, parce que on fait une émission sans être payé. Voilà, parce que le travail, normalement, le lien au travail, c'est aussi une rémunération au bout. Voilà, parce que là, c'est vrai qu'il y a un effet de plaisir. Oui, mais après, ce serait triste de réduire le travail au tripalium, quand même, comme c'était dans son étymologie. Mais on va dire que ce dimanche, pour moi, a été productif, comme il est en ce moment. Et le dimanche dernier, c'était la découverte d'un film d'horreur dont je ne me souviens plus le nom, mais qui était assez poétique, et d'un Disney que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, Vice Versa. Donc ni ce dimanche ni le dimanche précédent, tu n'as été faire une activité de course dans des magasins ? Non, ça m'arrive rarement. C'est vrai que aussi vu mon compte en banque actuellement, j'évite. Donc du coup c'est pratique. Mais après on peut aussi aller faire, c'est la saison puisqu'on est au mois de janvier, les soldes dans les magasins sans pour autant consommer, sans pour autant acheter. C'est aussi une activité que désormais on peut faire le dimanche dans les grands magasins parisiens, par exemple, qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques mois ou quelques années. Je trouve que c'est une bonne idée. En fait, moi, je suis pas totalement contre parce que je pense que c'est la liberté de chacun, en fait, de pouvoir travailler ou non le dimanche. Chacun a le droit de disposer de son temps de travail tant qu'il y a le jour de repos qui est le même pour tout le monde. Je pense aussi qu'on est encore très resté dans notre calendrier sur l'héritage chrétien et bien qu'au cours de l'histoire il y ait eu plusieurs fois des débats sur le dimanche parce qu'en fait il y a eu le Saint lundi, il y a eu le dimanche, il y a eu plusieurs débats. Je sais que Napoléon, par exemple, ne voulait pas imposer le dimanche comme jour de repos. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est un véritable problème de dire que la vie de chacun doit être pareille et de dire aussi en fonction de la vie de famille. Mais en fait, c'est supposer que tout le monde a une vie de famille, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que pour le respect de chacun, ça peut... Mais après, je ne suis pas totalement pour non plus. Tu lances le débat. On va demander à Gabriel ce qu'il a fait ce dimanche et le dimanche précédent. Juste dans le sens des auteurs, dans l'essai dont on parle aujourd'hui, quand on parle de vie de famille, alors il y a la vie de famille avec les enfants, les parents. Il y a aussi au sens plus large la vie sociale avec les amis. Par exemple, le samedi soir, c'est vrai que si on travaille le dimanche, par exemple, la restauration le samedi soir ou même les théâtres ou même les cinémas n'auraient pas le chiffre d'affaires qui se font chaque semaine.
Gabriel. Alors déjà, c'est dommage que tu aies rappelé qu'on faisait l'émission le dimanche parce que ça casse la blague qu'on pouvait faire après en disant qu'on est exploité le dimanche pour travailler pour l'émission. Et c'est moi l'exploiteur, c'est ça? Non, mais j'aurais pu faire la blague, quoi. Donc déjà, ça c'est raté, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait dimanche dernier? J'étais à la campagne, un jour de repos dominical, on va dire. Je suis allé à la messe le matin et puis je suis allé manger avec mon grand-père le dimanche. Voilà. Et tu es allé dans ta seconde maison comme le faisaient les aristocrates. Exactement. Et est-ce qu'à la campagne, les commerces sont ouverts le dimanche? Oui, il y a la boulangerie le matin. La boulangerie, c'est un commerce de bouche qui a traditionnellement toujours été ouvert le dimanche matin. Et puis le grand magasin en haut, là, c'est qui est normal. Intermarché ou des choses comme ça. Puis aujourd'hui, on a travaillé de façon studieuse sur l'émission, comme à chaque fois d'ailleurs, pour ma part. Donc je rigole. Mais c'est pas vraiment du travail, ça, c'est plus du plaisir, parce que voilà, c'est une émission où on est passionné, donc il n'y a pas de problème. Et après, sur est-ce que j'ai fait les commerces le dimanche, je me dirais, je ne suis pas un touriste japonais ou chinois ou américain, donc je ne vais pas dans les magasins le dimanche, ce qui me paraît normal. Vu que c'est réservé à peu près pour ça. Donc, merci. C'est vrai que tu me disais que les Japonais se plaignent du fait qu'il n'y ait pas assez de magasins ouverts. Oui. Et en fait, je pensais que, pour être allé au Japon, j'ai pu déduire que la consommation est affolante là-bas, qu'il y a des queues pas possibles devant des magasins avec des gens qui font le décompte devant les magasins. Donc il y a aussi ce côté, on consomme énormément. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui a fait cette loi de travail le dimanche, c'est que les touristes souvent qui restent un week-end à Paris en passage se plaignaient du fait que les commerces n'étaient pas ouverts. Donc on a aussi fait cette loi pour mais en fait, dans les grandes villes pour les touristes qui sont de passage et qui veulent acheter des produits sur les Champs-Élysées par exemple. Sur l'aspect législatif, on va pas faire trop rentrer dans le détail, mais il y avait déjà une étape préalable de quartier dit touristique. Il y en a dans Paris, il y en a ailleurs en France, mais maintenant la loi elle va plus loin. C'est quel que soit le quartier. Je disais à la base, on avait commencé à parler du travail le dimanche dans ces cas-là pour pouvoir pallier à ce problème de que les touristes dépensent plus d'argent quand ils viennent en France et du fait qu'ils n'allaient pas dans les magasins. Alors avant qu'on s'intéresse aux touristes chinois, japonais ou émiratis, revenons peut-être plus à la population française et commençons par cette question: pour ou contre le travail du dimanche? Alors quand je pose la question, et comme le livre la pose, travail du dimanche, on exclut les secteurs dans lesquels il y a de toute façon du travail du dimanche, c'est-à-dire les pompiers, c'est-à-dire les transports, c'est-à-dire la restauration par exemple. Mais là, venons vers l'extension du travail du dimanche. Donc, est-ce que vous êtes philosophiquement pour ou contre ça? On commence par Louise. En fait, le problème, moi, ce dont j'ai peur dans le travail le dimanche, c'est le fait de créer des besoins et du coup de créer des demandes et qu'en fait on tourne vers une société qui a tout le temps besoin de consommer en permanence et qui c'est comme la proposition d'ouvrir plus tard les magasins la semaine notamment. Je trouve que c'est une vraie problématique parce qu'au final ça fait surtout à Paris, parce que Paris c'est considéré comme une ville, c'est même pas considéré, c'est une ville touriste et on pense plus au fait de faire plaisir aux touristes que aux habitants et moi c'est plus en termes de rythme où ça m'inquiète. Je crois que je l'avais déjà dit plusieurs fois dans les autres émissions, en termes de rythme, je pense que on est dans cette idée très rentière, cette idée de toujours faire plus mais sans savoir vraiment où est-ce qu'on va et voilà. Mais après, moi, je suis aussi dans l'idée que c'est une liberté et que on doit pas. Pour moi, on ne devrait pas décider à la place des autres quel jour ils travaillent. S'il y en a qui se sentent de travailler le dimanche, je me dirais pourquoi pas. Mais après, j'aimerais pas être dans cette idée que en fait, il faut toujours consommer plus. Voilà. Alors là, il y a l'aspect consommation. Après, on va laisser la parole à Gabriel sur le travail du dimanche et les implications, c'est-à-dire que le dimanche, jusqu'à preuve du contraire, c'est les jours où il n'y a pas d'école. Oui, ça aussi, ouais. Si on ouvre les magasins le dimanche, il faut bien, sauf à ce qu'on mette partout des caissières automatiques, on avait fait une émission là-dessus, il faut bien des gens pour travailler dans les magasins. Ces gens-là sont potentiellement les parents des enfants qui n'ont pas école, d'où tout un problème sociétal. C'est toute la question philosophique. En fait, c'est là où ça pourrait être, mais en fait, je sais pas. Par exemple, en termes de garde d'enfants, ça pourrait créer plus de jours pour les gardes d'enfants, donc plus d'heures, plus de paye, entre guillemets. Mais ce qu'on montre aussi les auteurs, c'est que dans ce cas-là, le temps perdu entre les enfants et leurs parents n'est jamais récupéré. C'est-à-dire que
une mère de famille qui va avoir du temps libre le mardi matin et le jeudi après-midi. Le mardi matin et le jeudi après-midi, ses enfants seront à l'école, je généralise évidemment, et donc le temps perdu le dimanche avec ses enfants, elle ne le récupérera jamais. Oui, c'est ça. En fait, c'est un problème aussi de lien social. Mais en fait, pour moi, je me dirais, pour une famille, effectivement, travailler le dimanche, ce serait dommage, parce que du coup, il n'y a pas de temps pour l'éducation, il n'y a pas de temps pour le plaisir, pour le loisir. Et après, j'ai pas envie de considérer que dans notre vie, on est tous voués à avoir une famille. Je suis dans l'idée que chacun est libre de faire ce qu'il veut et qu'il y a des gens aussi qui sont... alors, je dis pas que c'est bien, mais qui sont addicts au travail ou qui préfèrent prendre leur jour autrement dans la semaine. Donc, mais après, c'est vrai que ça change toute la société parce que c'est 70% des gens en France qui ne travaillent pas le dimanche contre 30%. Donc, en fait, c'est pour 30%, on décide de changer la vie de 70%. Et en fait, en termes d'organisation, de calendrier, de marché, de restauration, il y a tout un tas de secteurs qui changent et c'est très compliqué à mettre en place, je pense. Alors, Gabriel, on peut passer à la suite, on a tout dit déjà dans ce que je voulais dire. C'est pas grave. Donc, nous, on travaille le dimanche, il faut un jour de repos dans la semaine. Un jour pour pouvoir profiter de la famille ou des amis et pouvoir faire un break. Donc, ce que tu disais, ce que je voulais dire en fait de la partie sociétale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il faut faire attention. C'est vraiment le jour de sortir en société, avec le samedi aussi pour certains. À l'époque, c'était aussi dans les classes... au 19e, 20e siècle, c'était le jour où on va à la messe, les salons, les bals, mais pas que le jour de repos religieux, parce qu'on pourrait nous dire que le dimanche est chômé et que c'est une tradition religieuse, mais c'est aussi le jour de repos traditionnellement de la société en général, laïque et ouvrière aussi. Oui, le week-end, c'est aussi un moment de pause, de break avec la semaine, avec le travail. On dit dans la société du temps libéré, aujourd'hui dont on parle souvent, il faut des moments où on déconnecte un peu avec le travail de la semaine qui peut parfois être compliqué et dur pour certains. Et d'avoir au moins un jour dans la semaine où il y a un break, c'est important. Et les gens qui travaillent le dimanche n'ont pas forcément, même si après ils vont rattraper le jour dans la semaine, ça peut être problématique du fait que le jour où ils vont être en repos, ça peut être un mardi, un mercredi par exemple, ils pourront pas profiter de leur famille qui ce jour-là va travailler. C'est pour ça que ça pose ce problème-là. En soi, travailler le dimanche, ça ne me dérangerait pas si dans la société, c'est pas le jour où tout le monde, entre guillemets, 70% ne travaille pas ce jour-là, et donc les gens qui vont avoir un repos dans la semaine ne pourront pas forcément profiter de leur famille ou de leurs amis autant qu'ils le pourraient le dimanche. Donc c'est ça qui moi me pose problème dans ce travail dominical. Dans un monde utopique, il faudrait que chacun puisse aménager ses horaires comme il veut à la semaine, en s'accordant avec ses amis, tant qu'il fait le quota par semaine et tant qu'il y a des roulements. Bon, après, c'est un peu utopique. Mais... Oui, mais comment on fait pour qu'un prof adapte ses horaires ? Là, c'est différent. Dans le secteur de l'éducation, effectivement. Là, on risque pas de travailler le dimanche. Déjà, oui, ce serait compliqué. Non, mais c'est un secteur très pourvoyeur d'emploi, même s'il n'y a peut-être pas suffisamment de profs. Mais on voit qu'au niveau de la société, là je prends cet exemple-là, mais on pourra en trouver d'autres, où l'utopie que tu proposes, le principe d'une utopie, c'est que souvent c'est difficile à réaliser. C'est pour ça que mais là, on voit sur vite le terme utopique. La limite de l'exercice, en fait. C'est une limite dans certains secteurs. C'est vrai qu'en ce qui concerne les enfants, ils ont un rythme et... Bien évidemment, on ne va pas changer ce rythme parce que déjà pour un enfant, s'habituer à un rythme, c'est quelque chose qui est complexe. Donc le changer chaque semaine, ce serait impossible. Mais les conducteurs de métro, les policiers, s'ils rentraient dans l'utopie que tu proposes, que chacun puisse positionner ses horaires de travail de manière à faire le quota voulu comme on veut, alors soit sur la semaine, soit sur l'année. Comment est-ce qu'on arrive à faire société avec tout ça ? Les roulements, c'est-à-dire qu'en fait on crée plus d'emplois en proposant à des gens de les remplacer les heures où ils ne les font pas. Mais bon, après, comme j'ai dit, c'est utopique et j'ai dit ça plus en rigolant parce que voilà, c'est dans le sens où le problème c'est qu'on se dit tel jour je ne travaillerai pas mais je ne travaillerai pas, mais mes amis ce jour-là, peut-être parce que il y a aussi, j'ai un ami par exemple qui travaille à Picard et qui ses horaires qui changent, ses jours qui changent. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la restauration et effectivement, si on prend juste ce secteur, on se rend compte que c'est aussi une problématique qui n'est pas forcément prise en compte. Parce que ces gens-là qui ont leurs horaires qui changent, n'ont pas non plus une vie sociale dont ils peuvent profiter, par exemple. Alors juste pour témoigner, ayant travaillé moi-même en horaire posté pendant plus de 20 ans,
avec énormément de temps libre, mais du temps libre qui n'était pas forcément du temps libre en même temps que mes amis, Voilà, c'est ça. ou que les activités culturelles auxquelles je pouvais avoir envie de m'adonner faisaient que j'en profitais d'une manière très différente d'aujourd'hui où j'ai des horaires traditionnels, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 17 ou 18h, où là, pour le coup, je suis dans la synchronisation, alors pas forcément familiale, mais dont je parlais tout à l'heure, qui permet de faire sens, de faire société. Et toi, tu préférais quoi? Parce qu'en fait, les jours où tu as du temps libre et qui sont pas les mêmes que les amis, tu peux quand même te reposer, certes, et avoir un break, mais c'est différent parce que du coup, tu fais des choses plutôt tout seul. Alors, ou ce que je préfère, faut adapter, quoi. Le côté positif des horaires décalés, c'est par exemple de pouvoir faire ses courses quand il y a moins de monde dans les magasins. Mais à l'époque, je ne pouvais pas faire mes courses le dimanche, puisque les magasins n'étaient pas ouverts le dimanche. Il faudrait avoir ça, justement. Alors, j'y viens. Quant à savoir aujourd'hui ce que je pense de l'ouverture des magasins le dimanche, je reste très partagé. C'est-à-dire que je vois dans mon quartier de plus en plus le supermarché où je fais mes courses, qui jusqu'à il y a 1 an n'ouvrait que 4 dimanches par an dans la période des fêtes, et maintenant ouvert tous les dimanches matins. Alors déjà il est ouvert, on est à Paris, tous les soirs jusqu'à 22h. Et en fait je reste dans un schéma relativement traditionnel qui fait que même si aujourd'hui j'ai contraint de faire mes courses soit le soir, soit le samedi ou le dimanche, je m'interdis de les faire le dimanche. Mais alors, ça, c'est sans doute une évolution sociétale. Peut-être que dans quelques temps, je ne réagirai pas pareil. Il se trouve qu'aujourd'hui. Que tu vas te ruer sur un pot de Nutella. Alors, du Nutella, il y a très peu de chance. Mais par rapport à ce que tu disais, Louise, tout à l'heure, et je voudrais vous interroger là-dessus, tu disais on crée un besoin. Mais est-ce que Internet, avec la possibilité de faire des achats en ligne 24 heures sur 24, ne contribue pas aussi à créer ce besoin? C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les courses, on les faisait aux horaires d'ouverture des magasins et c'est tout. Aujourd'hui, certes, on peut commander sur Internet. Alors, on n'en est pas encore arrivé, mais il y a des projets avec Amazon de faire des livraisons par drone un peu 24 heures sur 24. Est-ce que ça, c'est une évolution de la société au regard de Gabriel, apparemment, qui ne lui convient pas? Mais qu'en pensez-vous? Non, mais c'est pas pareil pour moi de faire livrer sur Internet. Tu peux le faire n'importe quand, mais tu vas pas être livré forcément le dimanche. Ils peuvent très bien dire un jour de délai. Donc ça, à mon avis, c'est un des arguments pour ouvrir les magasins le dimanche. Moi, je trouve pas, justement. Parce que pourquoi ouvrir le dimanche alors que si une personne qui fait ses courses sur Internet, qui veut se livrer un samedi ou un vendredi, il va pas faire ses courses le dimanche. Et il va pas forcément sortir au magasin. Parce que s'il fait ses courses sur Internet, c'est peut-être qu'il a une raison. Qu'il y a trop de monde dans le magasin, et le dimanche, à mon avis, ça sera pareil, qu'il peut pas se déplacer ou qu'il n'est pas disponible aux heures d'ouverture des magasins. Donc, et c'est pour ça règle vraiment la chose. Non, après c'est frustrant, je trouve aussi, de commander sur Internet, parce que déjà il y a les frais de livraison, il y a le fait de savoir quand est-ce que la livraison arrive, les possibles retards, si c'est un vêtement ou même un objet, de ne pas savoir vraiment à quoi on s'attend, est-ce que ça va nous aller, donc tout ça, en fait, je trouve que je comprendrais en fait l'argument qui tend à, pour certaines personnes par exemple qui travaillent aussi le samedi, parce qu'il y en a qui travaillent aussi le samedi en plus du lundi au vendredi et qui n'ont pas le temps de faire leurs courses ou même juste leurs papiers, toutes leurs tâches administratives, alors que le dimanche, c'est vrai que par exemple quand on voit, je sais pas, que certains secteurs sont fermés et qu'on n'a pas d'autres moments dans la semaine pour les régler, ou même, après si pour tout ce qui est médical, il y a quand même des urgences, il y a des hôpitaux qui sont ouverts, mais... Est-ce que ça veut dire, si je comprends bien ce que tu dis en filigrane, que tu serais pour l'ouverture, par exemple, des services publics, des administrations, des mairies, des préfectures le dimanche? Je pense que ça pourrait être intéressant parce que, en fait, je pense à des amis à moi qui, eux, n'avaient jamais le temps parce que, en fonction de leurs horaires, il y a aussi le fait, t'as pas seulement parfois juste un boulot, t'en as plusieurs parce que t'essaies de combiner plusieurs salaires qui te permettent d'avoir un salaire quelque peu correct parfois, et qui font que tu es surchargé la semaine et que tu n'as pas forcément le temps de faire toutes ces choses dans la semaine. Et c'est là où le dimanche, ça peut être un avantage, mais en fait c'est juste que le problème de dire oui, le dimanche, il faut que ce soit du repos. Il y a des gens qui ne l'ont pas décidé forcément ainsi, et en fait c'est juste leur imposer une contrainte. Pour moi, en fait, c'est si tu as envie de bosser le dimanche, tant mieux. Si tu n'as pas envie, personne ne te l'impose, quoi. En fait, Donc, tu es pour une dérégulation totale, la fin de tout cadrage? Dérégulation, en fait, dans le sens où
Ça me paraît surprenant venant de toi, mais... Non, mais venant de moi, je comprends que ça soit surprenant vu mes idéaux, mais en fait, je me sens toujours autant de gauche. En fait, je suis pas non plus libérale. Bon, après, peut-être que j'ai un propos libéral, sans doute, mais en fait, je pense à la vie de certaines personnes et qui fait qu'elles ne peuvent pas faire autrement, ou l'envie de certaines personnes de plus travailler le dimanche qu'un autre jour dans la semaine. Je sais pas, par exemple, il y a certaines, je crois, si je me trompe pas, que les bibliothèques sont fermées le dimanche. Ça dépend des villes. Dans le livre, ils expliquent que certaines villes ont fait des expérimentations d'ouverture pendant quelques mois de l'année, que ça marche bien. C'est-à-dire que là, contrairement au commerce où de toute façon, le solde disponible pour faire des achats par individu, il n'augmente pas, puisqu'on n'a pas plus d'argent à dépenser, donc on le dépense juste à d'autres moments, ce qui fait qu'au bout du compte, les commerces ne gagnent pas plus d'argent, voire ils en dépensent plus puisqu'ils embauchent des gens le week-end qu'il faut payer. On y viendra ensuite. Ouais. Souvent, il y a des rémunérations qui sont majorées et il faut aussi tout un tas de services qui vont autour. C'est les services de ménage, enfin toute la livraison, toutes ces choses-là. En revanche, dans d'autres secteurs comme les bibliothèques, là, ça fonctionne. Gabriel ? Moi, je suis pas d'accord avec ce que dit Louis sur... Enfin, ça dépend quoi. D'ouvrir les administrations le dimanche, parce que tu dis qu'il faut penser aux gens qui peuvent pas faire la semaine, certes, mais il faut aussi penser aux gens qui vont devoir travailler ces jours-là dans l'administration. Dans ce cas, tu crées plus d'emplois. Non, parce que ce sera pas comme ça que ça va se passer. Ça va être les gens de la semaine qui vont venir travailler aussi le dimanche quelques heures chacun. Donc, il faut aussi penser à ce côté-là. Et je peux comprendre que dans les administrations, on ne veuille pas être ouvert le dimanche, puis ils peuvent se ramener le samedi à la place. Ça dépend si tu recrutes. Moi, en fait, peut-être que c'est utopique ce que je dis, je sais pas, mais je pense beaucoup à l'idée de roulement. Après, c'est vrai que je suis assez d'accord dans l'idée que les roulements... Ça sera pas le cas, en fait, malheureusement. Ça crée des... Ça peut être intéressant face au pragmatisme. Non, mais on sait très bien dans la société actuelle, je suis d'accord avec toi, Gabriel. Vu malheureusement la société libérale, et dans d'autres pays à côté c'est le cas, les gens qui travaillent le dimanche, ça a jamais vraiment... Enfin, on dit que ça crée des emplois, dans les chiffres c'est pas forcément le cas. Dans le livre il démontre clairement que ça ne crée pas d'emplois. Et en plus il peut y avoir... Parce qu'on dit, ce que tu disais sur les gens qui veulent travailler le dimanche, oui, ça me dérange pas non plus, mais à mon avis, quand même parfois une pression de l'entreprise qui fait que tu vas pas forcément dire non si t'as pas envie. Toi par exemple, je pensais à Picard par exemple, eux ils proposent du temps partiel et obligatoirement où tu travailles le dimanche. Moi ce genre de choses, non, ça je m'y oppose. De toute façon ça on va en parler après. C'est à ça que je m'oppose aussi. Enfin moi je suis pas pour une oppression. Mais c'est pour ça que non mais ce que tu dis en soi ça peut être intéressant, mais malheureusement je pense que ça sera pas forcément comme tu dis. Je suis pas pour la consommation à tout prix, loin de là d'ailleurs. Et comme disait Marc tout à l'heure, cette consommation elle peut se faire via internet dans tous les cas. Donc au final que ce soit ouvert ou pas, ça revient un peu au même. Mais en fait plus pour l'idée de considérer qu'il y a différents plannings, différents métiers, que par exemple il y a des personnes qui, je sais pas, je pense beaucoup au secteur de la restauration, mais il y a des personnes qui ont des emplois du temps où ils n'ont pas la même vie que les autres, parce que dans la restauration tu ne peux pas avoir la vie sociale que tout le monde a, et c'est là où, oui, en fait, je pense qu'il faut aussi composer avec ces pans de société sans pour autant oppresser les gens. C'est pas ce que je dis, mais après moi je trouve aussi dans les administrations, et ça c'est mon point de vue, que après j'ai l'impression que c'est quand même je sais pas, peut-être que ça va être caricatural ce que je vais dire, mais il y a ce côté très on fait parfois 10h midi, 14h 16h. C'est effectivement très caricatural sur l'image qu'on peut avoir de ce que font les fonctionnaires si on assimile les administrations fonctionnaires. Surtout que même dans le privé, les gens des fois ils finissent à 17h. Dans le privé oui, mais ce que je veux dire c'est que souvent dans la fonction public, il y a pas de, c'est très cadré autour de ces horaires, et je me rends compte qu'à chaque fois c'est très compliqué pour tout ce qui est, à moins qu'on change le côté administratif et on numérise, peut-être que là ce serait différent, mais quand il s'agit de faire des tâches administratives, ça se révèle assez compliqué à cause de ces horaires. Je sais pas, quand tu finis ton taf à 18h la semaine, oui, t'as pas le temps de faire tes tâches administratives, donc qu'est-ce qui te reste comme jour? Et si tu taffes le samedi, tu fais comment? Tu vois, c'est ça aussi le problème. Oui, aujourd'hui, il y a une durée légale du travail, qui est 35 heures, qui fait que même si on travaille, on a forcément 2 jours de repos dans la semaine. Dans le privé, dans le public, donc ça change pas. Je dis pas par là, et après, je sais que voilà, ce que je propose est irréalisable.
Mais Moi, j'ai l'impression dans les propos que tu tenais au début, mais c'est l'intérêt du débat, d'avoir des points de vue contradictoires, que le discours de dire il faut que ceux qui veulent travailler le dimanche puissent travailler le dimanche parce qu'ils n'ont pas de vie de famille et tout ça. Oui, je dis que l'administration doit travailler aussi le dimanche. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai l'impression que ta position, elle est très centrée sur ta propre vie, ce qui est normal, et sur les gens de ton âge, de se dire que... Parce que le risque que j'y vois, c'est que finalement, dans le commerce, le dimanche, on va avoir majoritairement des étudiants, ce qui vont être sur des jobs étudiants, ce qui n'est pas le sens de l'histoire pour le développement de l'économie, me semble-t-il. Ou alors, on va imposer ça à des femmes, souvent des femmes seules, qui ont garde de leurs enfants. Oui, Gabriel, tu voulais compléter? Non, mais de toute façon, c'est une des questions qu'on va avoir après sur qui travaille le dimanche et le problème du volontariat. Donc, je sais pas si j'en parle maintenant ou on va le faire après. C'est un cercle vicieux parce qu'il y a aussi cette... notamment chez les femmes, il y a beaucoup de temps partiel, de précarité et des femmes qui combinent plusieurs temps partiels en fait. Et les métiers du commerce, l'origine, on a dévié un peu sur l'administration, mais l'origine, c'est l'ouverture des commerces le dimanche. C'est essentiellement des métiers plutôt précaires et plutôt féminins. Oui, la plupart du temps. En fait, je suis pour qu'il y ait une régulation à ce niveau-là aussi, que ce ne soit pas non plus que du temps partiel, que ça puisse être modulable et... juste qu'il y ait un 35 heures, mais qu'il ne soit pas forcément comme celui qu'on a dans la semaine. C'est juste un changement de calendrier, en fait. Oui, qui, à mon avis, si on pousse ton souhait à son paroxysme, c'est pas un changement de calendrier, c'est une révolution sociétale qui met à plat tout ce qui existe. Mais donc, de toute façon, avant si que ça on change soit le fait... calendrier, il y a forcément révolution sociétale. Parce que si on fait un calendrier républicain en voulant être absolument laïque, par exemple, on supprime Noël, on supprime Pâques, on supprime quelques fêtes. J'avais mal compris ce que voulait dire Louise alors. C'est pas si utopiste que ça en fait, parce qu'avec Macron on pourrait très bien arriver, on change tout le calendrier, on travaille 50 heures par semaine et le dimanche avec. Mais encore une fois, moi je ne dis pas que je veux dépasser les 35 heures, hein, c'est pas mon propos. Moi ce que je dis c'est que en fait... Ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est chacun choisit de travailler quand il a envie de travailler. En fonction de sa propre vie. Mais ça, excuse-moi d'avoir un point de vue pragmatique, c'est totalement irréaliste. Il se trouve que là où je travaille, j'ai aussi des gens avec moi qui travaillent en télétravail, c'est-à-dire qu'ils ne viennent plus en présentiel au bureau. Ensuite, alors j'ai un poste de manager, ça devient ingérable d'avoir des gens qui... Alors, l'idée que tu proposais est encore pire que ça, puisque certains pourraient décider de travailler le samedi à la place du lundi, d'autres travailleraient le dimanche à la place du mercredi. Et comment est-ce qu'on peut faire société? Alors là, je ne parle pas de société, je parle d'un service de management, à mon échelle, mais à l'échelle de la société, plus rien ne serait, entre guillemets, régulé. On pourrait donc, si on donnait satisfaction à chacun, on pourrait très bien se retrouver à certains jours, la RATP, il n'y a pas de métro, parce qu'aujourd'hui, sur le planning, aucun conducteur n'a décidé de travailler ce jour. Non, et comment on fait? Non, moi ce que je disais, c'est que en fait, les heures où il y a ces services, il faut qu'elles soient remplies, mais juste qu'il n'y ait pas cette contrainte que, en fait, après, effectivement, sur le plan managériel, ça pourrait être compliqué, mais sur l'idée que les gens puissent se coordonner entre eux en termes de planning, mais afin que ces heures soient remplies. En fait, c'est pas... mais après, si la coordination, la préparation des horaires prend un tel temps que ça mange sur le temps de travail, où va être la productivité? J'arrête le paradoxe. De toute façon, même dans ce cas-là, on devrait choisir les horaires. Je pense que les gens, ils garderaient prépa. Personne ne devra travailler le week-end ou le dimanche et tout le monde dira lundi, mardi, jeudi, vendredi, comme d'habitude. Je pense. Il y a très peu de gens, je pense, qui diront moi je viens travailler le dimanche, c'est cool et tout. Après, je sais pas. Ou partir à 19h le soir au lieu de 18h ou 17h, je pense que venir plus tard le matin, ça c'est possible. Mais... C'est quelque chose que tu prévois. Mais dans ce cas-là, parce que toi tu critiquais les horaires des gens qui disent qu'ils travaillent de 8h à midi, après il faut bien qu'ils aillent manger, qu'ils reprennent à 14h, ce qui est normal, il faut une pause pour manger, et qu'ils finissent à 17h. Il fallait pas de pause pour manger, je disais juste qu'au sein de la fonction publique, il y a un côté où c'est quand après voilà. Oui, en gros, j'ai fini mes horaires, je m'en vais, mais comme dans tous les métiers, si t'es pas payé, tu vas pas faire plus d'heures. C'est pas ça que je dis, Gabriel, encore une fois. C'est même pas ça l'histoire. En fait, c'est juste que il y a ce côté telle heure à telle heure. Au final, c'est des heures qui parfois sont assez tôt dans certains secteurs administratifs. Je pense à la fac, par exemple. Enfin, tu te souviens comme moi des horaires de fac, c'était quand même extrêmement court. Les secrétaires, je finissais à 16-17 heures.
Non, les secrétaires de fac, je suis désolée, enfin, moi je m'en souviens très bien, c'était des journées où ils faisaient 4 heures par jour. Non, mais, alors, mais ça, c'est parce que il y a peut-être le temps de travail au contact du public et le temps de travail back-office où les gens travaillent après, sans... Je vois en fait, lui, parle d'un cas exceptionnel qu'on avait à la fac d'histoire d'une secrétaire qui ne foutait rien, c'est vrai, mais heureusement, c'est pas toujours le cas, et moi j'en ai connu une autre... à Malzerbe qui elle justement était là à ses horaires et qui parfois ne prenait pas les gens mais était dans son bureau, qui faisait des tâches administratives. Je parle pas d'un cas exceptionnel parce que c'est en fait un cas très récurrent que moi j'ai rencontré dans l'administration française la plupart du temps. En fait, je vois même ce qui se passe aussi au rectorat pour avoir été recruté par le rectorat. Quand tu arrives au rectorat et qu'on te dit que c'est pas eux de t'appeler ou de te prévenir pour signer ton contrat alors que c'est leur taf, c'est un peu flippant de se dire que dans la fonction publique, il y a des gens qui sont incapables de faire leur taf et qui sont juste là pour laisser passer le temps. Et alors, je vous propose qu'on arrête là le procès de la fonction publique, parce que je l'ai pas fait. N'était pas l'objet, et qu'on revienne à notre sujet sur le travail du dimanche. Et je voudrais profiter de la présence de Gabriel et son côté historien pour qu'il nous dresse un peu le portrait de cette évolution autour du dimanche. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce jour-là comme jour de repos? Qu'en dit l'histoire? Déjà, si on remonte à très très loin, et dans la Bible par exemple, le 7e jour de la semaine, c'était le jour où Dieu a fini de construire le monde et se reposait. Donc on a calqué ça pour nous, c'est-à-dire que le jour de le dimanche, c'était le jour de repos des chrétiens où ils devaient aller à la messe et partager la vie avec la société et que tout le monde se réunisse ce jour-là. Donc ça avait plutôt une portée religieuse qui était ancrée dans le calendrier et toujours dans notre calendrier d'ailleurs, en tout cas en Europe. C'était la promenade dominicale. Dimanche, un jour de fête aussi pour les classes populaires, ce que je disais tout à l'heure. C'est que ça a une portée chrétienne à la base, mais les laïcs s'y sont aussi adaptés ensuite. À la Révolution, il y a eu un changement, tu l'as dit tout à l'heure dans l'introduction, où là, le dimanche n'était plus forcément un jour non travaillé, mais c'est vite revenu dans le calendrier, même dans des régimes républicains. Et puis après, c'est devenu, de ce fait, dans l'histoire, le jour traditionnel de repos, de fête, de loisirs, le jour où on sortait au bal par exemple. Il y avait les salons au 19e siècle, les salons républicains par exemple, ou d'autres. C'est aussi dans le jour occidental. Occidental, oui, là je parle orientale. Tout à fait, on est d'accord. A aussi traditionnellement son jour, oui. Il se trouve que c'est pas le dimanche. C'est ça, c'est le vendredi. Mais là je parlais vraiment, c'est pour ça que je disais par rapport à la Bible. Donc ça devient le jour de repos pour tout le monde dans une société aujourd'hui. C'est le jour des sorties, le jour... Comme on le dit souvent et comme nous le rappellent les historiens, la France, même aujourd'hui en 2018, est un pays de tradition judéo-chrétienne. Oui. Et du coup, en fait, pour l'histoire de est-ce qu'on pourrait changer, par exemple, pourquoi c'est forcément le dimanche et pas un autre jour de la semaine, ça pourrait être le cas, mais aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on ne pourra pas vraiment modifier ça. C'est quelque chose qui est ancré dans la société. Et je vois mal aujourd'hui un changement. Par exemple, on pourrait dire le samedi c'est le jour de repos, ou le mardi, ou avant par exemple à l'école c'était le jeudi. Aujourd'hui c'est le mercredi, bon ça c'est pas très grave. Mais le dimanche je pense pas que ça évoluera dans un sens qu'on change ce jour de... C'est vraiment le jour de repos. Qu'on en débat, oui, voilà, et que... Après, il y a eu le Saint-Lundi qui était une coutume populaire où l'idée c'était de chômer volontairement pour faire concurrence au dimanche qui était plus associé aux aristocrates qui avaient leur promenade dominicale. Bon, après, il y a eu quand même, après l'Ancien Régime, les cabarets, les guinguettes qui ont fait que c'était aussi pour les classes populaires. Mais le Saint-Lundi n'a pas duré, pour le coup d'ailleurs on n'en a pas trop entendu parler. Mais c'est vrai que la Révolution française par exemple considérait qu'on pouvait travailler le dimanche. Mais bon, eux c'était plus dans une volonté de rupture, de totale rupture avec l'Église. C'est aussi du fait que la première Révolution ça a été enfin la première non mais la Révolution on va dire de Robespierre qui eux en fait voulaient vraiment faire une rupture totale avec l'ancien régime où là c'était le dimanche personne ne travaille et donc c'était peut-être dans cette optique là et après ça a évolué sur un retour du dimanche chômé entre guillemets et plus forcément d'ailleurs pour des questions religieuses. Aujourd'hui on disait c'est vraiment ancré dans la société comme le jour de repos et tout le monde le fait aujourd'hui, enfin pour ceux qui ne travaillent pas en tout cas. C'est ancré dans les mœurs. Ce jour où on va faire le repas familial pour ceux qui sont très familles ou voir ses amis, c'est le dimanche souvent. Mais en même temps, on pourrait aussi dire que dans la société française, ceux qui sont par exemple de confession juive, eux vont faire Shabbat le samedi et ça peut parfois poser des questions. Justement, j'ai un ami à moi qui, dans son entreprise, c'est une entreprise familiale juive,
Et le vendredi, ils finissent beaucoup plus tôt parce qu'ils ont Shabbat. Et donc, du coup, c'est vrai que ça change pas mal de choses en termes de planning. Ça, après, c'est des Ça arrangements. reste minoritaire. Voilà, et puis Voilà. ça peut être des arrangements avec l'entreprise où, par exemple, elle peut accepter que tel jour, la personne partira plus tôt, mais il rattrapera un autre jour dans la semaine. Mais de toute façon, même pour ces gens-là qui font Shabbat le samedi, ils ont aussi le dimanche parce que c'est le calendrier qui veut ça. Il y a même des entreprises où on travaille ni samedi ni dimanche, donc là, c'est réglé pour cette question. D'autres éléments historiques, Louise ? Pas vraiment. Alors, en on fait, va enchaîner sur des questions pécuniaires. On revient sur notre idée d'une extension du travail du dimanche avec les récentes lois. Quand on parle de la loi Macron, c'est quand il était ministre de l'économie. C'est pas maintenant qu'il est président de la République. On pourra en faire une, mais en tout cas, pour l'instant, oui, c'est celle-là. Et donc, une des mesures associées à la possibilité de travailler le dimanche, c'est le fait de compenser, alors avec du repos compensateur, ça c'est de toute façon normal, voire un repos doublé parfois, mais surtout avec des compensations salariales. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous paraît une bonne chose ? Et jusqu'à quand et jusqu'à quelle limite pourra-t-on dire que quand on travaille le dimanche, dans le système précédent, quand il y avait 3 ou 4 dimanches autour des fêtes, chaque année qui était travaillée, on rétribuait plus, à hauteur de plus 50%, plus 100% les personnels. Maintenant, quand c'est 52 dimanches par an, puisque quand c'est tout le temps, donc c'est pas 52 dimanches par an par salarié, mais pour un commerce qui ouvre 52 dimanches, il faut bien qu'il y ait tous les dimanches des salariés qui soient là. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée dont on rémunère plus ? Est-ce que ça contribue à stimuler la motivation, le volontariat pour ça ? J'ai une question d'abord. C'était obligatoire, non ? Il me semble que dès qu'on travaille le dimanche, on est payé double. C'est pas aussi clair que ça dans la loi. Il y a des compensations, mais D'accord. il y a aussi ce qui est bien montré dans le livre, tout un tas de questions derrière. C'est est-ce qu'à terme, si ça se banalise à ce point-là, quelle serait la justification de continuer à payer plus ? Sachant que quand on paye plus, finalement, celui qui paye plus au bout, c'est le consommateur. C'est-à-dire que Oui. s'il faut payer plus les vendeurs, si on est d'accord, mais le patron, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va augmenter le prix des produits que les vendeurs vendent. Donc c'est vous, consommateurs, qui paierez plus. Je commence ou... Oui. Ouais, vas-y. Ok. Moi, je trouve que la compensation salariale, dans le cas où on travaille le dimanche, c'est normal. C'est heureux d'ailleurs. Venir un dimanche, ça demande un effort qui est normal d'être récompensé. Un effort du fait qu'on se prive, par exemple, d'une sortie avec ses enfants, avec sa famille ou avec des amis. Et donc, du coup, c'est normal que, comme c'est un jour où on devrait se reposer normalement et qu'on vient travailler, qu'on soit payé plus. Et si en plus ça peut permettre d'augmenter les prix, les gens ne viendront pas le dimanche si on reviendra au truc d'avant. Donc, moi, je suis totalement pour. Pour Ça, moi, c'était la blague. c'est le même trip que pour le travail de nuit. En fait, on est plus payé Oui, le voilà. travail de nuit. Parce que, au final, oui, la nuit, on se Ça, c'est repose. obligatoire, par contre. Sauf que, en fait, on considère dans notre rythme que la nuit, c'est fait pour dormir, le dimanche, c'est fait pour se reposer. Donc, compte tenu de ce rythme, effectivement. Après, le problème, c'est est-ce que ça va pas créer, je sais pas, pour des personnes qui sont, comme on l'avait dit tout à l'heure, précaires, du coup, cette envie absolument de travailler le dimanche parce qu'elles savent qu'elles peuvent gagner plus. Et du coup, Donc elles sont pas vraiment volontaires, mais elles se rendent volontaires parce qu'elles vont gagner plus. Et après, on arrive à tout le paradoxe, c'est-à-dire effectivement, elles vont gagner plus. Dans certains cas, des précaires, je veux pas généraliser, ça peut être des mères célibataires qui vont pas pouvoir garder leur enfant, qui vont donc gagner plus d'argent, mais qui vont pas avoir plus d'argent pour consommer pour eux et pour leurs enfants. Elles vont juste dépenser cet argent, voire plus que cet argent, pour faire garder leurs enfants. Le problème, en parlant de consommer l'argent, justement, je pensais au fait de pouvoir faire le shopping le dimanche. Au final, on consomme plus, le pouvoir d'achat n'est pas le même, et donc du coup, ça peut être problématique aussi. C'est d'être poussé comme ça à la consommation le dimanche. Je sais pas. Mais je suis pas sûr que le pouvoir d'achat soit augmenté, parce que si on a plus d'argent mais qu'on a des dépenses induites nécessaires, ça va pas nous permettre d'acheter, de faire fonctionner l'économie marchande. C'est-à-dire que déjà, on calcule ce qu'on paye au mois et c'est déjà, pour certains, assez galère de juste pour le mois faire leur shopping, par exemple le samedi. Alors en plus le dimanche. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours dans le sud de la France, à l'occasion des soldes, un magasin avait ouvert en vendant les pots de Nutella 1,40€ au lieu de 3,70€. Il y a eu des émeutes dans le magasin. Et ce qui est
Alors, Gabriel en sourit, je pense que c'est dramatique parce que C'est ça dramatique, mais montre c'est pour ça que je que suis des gens sont à 1 ou 2 euros près à la fin du mois pour pouvoir aller acheter un pot de C'est Nutella qui est dramatique. peut-être la récompense pour les Je enfants. ne cautionne pas la violence et pour moi, mais en fait ça fait aussi partie de la malnutrition parce que bon, Nutella, on sait très bien, il y a eu suffisamment d'études sur le sujet pour savoir que c'est pas forcément bon et au final, le problème qui est là-dedans, c'est qu'on se dit tiens, voilà le nombre de réserves que je vais pouvoir faire pour le mois avec cette promotion. Et en fait, on est dans un chômage aujourd'hui de plus en plus grandissant et tout ce que ça montre, c'est la misère sociale. Et c'est extrêmement triste en fait. Moi je souriais parce que justement ça montre les problèmes de cette société de consommation. Malheureusement aujourd'hui on en est à 1 euro près, mais ça c'est pas de la faute de ces gens-là, c'est parce que les prix sont trop élevés aussi. Et pourquoi ce jour-là on met à 1 euro alors qu'ils le font pas tous les jours? Ça veut dire qu'ils ont aussi des marges qui font qu'ils peuvent se permettre de faire des promos qui amènent à ce genre de problème. Il y a une loi qui passe en ce moment pour empêcher de faire des promos parce que les gens se rendent compte, mais oui, mais si on dit au consommateur que ce jour-là il peut payer tel prix, alors qu'en fait, ils payent un prix beaucoup plus cher toute l'année. Forcément, ça peut créer des émotions. Et je rappelle que quand il y a des promotions, souvent, c'est toujours à l'avantage de l'entreprise, ce qui fait qu'elle sait qu'en vendant moins de produits, elle a déjà beaucoup d'argent, et que là, ça va lui permettre d'écouler ce qui reste, et elle préfère le vendre moins cher, ce qui lui fait plus d'argent. Donc il y a toujours un intérêt derrière du magasin. On voit aussi tout l'effet du monde américain et anglais, avec le Black Friday, qui était quelque chose qui n'existait pas et qui, depuis 2-3 ans, c'est des soldes monstres fin novembre, le vendredi. Est-ce qu'on peut élargir sur pas à temps partiel et le volontariat? Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Élargi. Ok. Et donc oui, ça va poser aussi ça, le problème on parlait de la rémunération, mais est-ce que c'est vraiment les gens qui sont déjà dans l'entreprise et qui veulent par exemple faire des jours supplémentaires, ce qui est leur droit, et qui diraient je veux travailler, je passe 5-6 dimanches pour augmenter un peu mon salaire, et on disait que même c'était pas sûr. Mais à mon avis, les gens qui vont travailler le dimanche, c'est plus des gens qui travaillent pas la semaine, parce que ces gens-là, je pense qu'il y en a très peu qui veulent travailler le dimanche, et du coup ça crée ce problème des emplois à temps partiel, à mi-temps, qui peuvent être des femmes célibataires ou des étudiants par exemple qui veulent pouvoir payer leur loyer de leur chambre d'étudiant. Et ça crée des emplois précarisés qui aussi peut créer des tensions au sein de l'entreprise entre les gens par exemple qui seraient moins bien payés parce qu'ils travaillent que ces jours-là et les autres. Et le volontariat c'est la même chose. Dans le fond c'est une bonne idée, le volontariat, c'est-à-dire proposer à ces gens-là. Est-ce qu'on supprime ces contrats et on empêche des personnes d'avoir... c'est ça, c'est un débat. Mais du coup sur le volontariat, je finis juste là-dessus. Donc dans le fond c'est une bonne idée, mais malheureusement à mon avis, et je crois que dans le livre ils le disent justement, que c'est pas forcément le cas du volontariat de ces jours-là, et qu'il y a quand même une pression de l'entreprise, même qui peut être pas forcément visible. Et dans l'esprit des gens, par exemple, ils se disent il y a 5 personnes de l'entreprise qui travaillent le dimanche, donc le patron il va dire ils sont plus volontaires que moi. Donc est-ce que ça peut jouer aussi sur le moral de ces gens-là? Ça fait des comparaisons, une concurrence entre les salariés par rapport à leur chef qui peut être dangereuse. Même si normalement les entreprises n'ont pas à sanctionner quelqu'un parce qu'il n'est pas volontaire le dimanche, mais ils pourraient très bien dire écoute, ton collègue il est plus méritant, il vient travailler du jour en plus. Avoir une prime, ce qui donne une pression sur la personne en disant si je fais pas pareil, je vais être moins bien considéré dans l'entreprise. Donc ça c'était une des choses que je voyais qui pouvait être dangereuse dans cette ouverture du dimanche si c'est pas encadré. Si j'ai bien compris, l'un et l'autre, vous êtes plutôt favorable au fait que les gens soient mieux rémunérés s'ils travaillent le dimanche. Moi, j'ai une question un peu provocante, c'est qu'est-ce qu'il en est des gens qui traditionnellement, depuis des années, travaillent le dimanche? Prenons les infirmières, prenons les pompiers. Alors, comme l'a dit Gabriel, quand on fait du travail de nuit, on est plus rémunéré, mais je connais plein de métiers pour lesquels on travaille le dimanche et on n'a pas de prime en travaillant le dimanche. Donc, est-ce qu'on ne va pas mettre une sorte d'injustice parce qu'on ouvre le commerce le dimanche? Les gens qui travaillent dans le commerce seraient mieux rémunérés et pas les autres. Moi, là-dessus, c'est simple. Déjà, précisons sur ce que tu as dit. Là, c'est dans le cas où j'étais favorable, mais moi, je suis totalement contre le travail le dimanche pour tout le monde, sauf les métiers où on a besoin. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils soient payés double, les gens du travail le dimanche, et aussi ceux qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire les infirmières. Et pour moi, ça devrait déjà être le cas. En fait, tout ce qui est les métiers où ils sont obligés de ce travail-là, ça me paraît normal. C'est vrai que ça crée une injustice sociale. Et puis bon, déjà, quand on voit une infirmière
ce qu'elle est payée pour ce qu'elle fait. Et surtout, pour moi, ça devrait être automatique, étant donné que c'est un service rendu à la nation et au pays, c'est-à-dire de sauver des gens qui en ont besoin, d'éteindre des feux dans les forêts ou des choses comme ça. Oui, parce que c'est quand même plus urgent de faire son shopping. Ou de pouvoir assurer le transport des gens qui vont au parc le dimanche et qui vont justement profiter des loisirs, ce qui est bien. Mais du coup, ces gens-là, comme ils rendent un service au pays, ils devraient soit avoir une médaille de Légion d'honneur, soit être mieux rémunérés. Ça, c'était pour rigoler. Voilà, on va terminer sur ce discours un peu de gauche autour de notre débat du travail du dimanche et les conséquences sur la vie sociale. On n'a sans doute pas épuisé toutes les questions autour de ce thème émergent, mais bon, il faut bien s'arrêter. Donc nous allons trouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission où nous conseillerons idées de sortie, de distraction ou de lecture. En attendant, voici une courte pause musicale. Je propose d'écouter pour la circonstance un extrait de Beau Dimanche d'Amadou et Mariam. On se retrouve juste après avec toute l'équipe. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les djembés et les dounous résonnent partout. Voilà et les diamants résonnent partout. La Kora et le Boni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les poulets et les djinnis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bazins et les bogolas sont au rendez-vous. Le marié et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. De retour pour les propositions culturelles du jour avec l'équipe Délivrez-vous. C'est la carte blanche, libre, sans contrainte. Seul objectif, intéresser les auditeurs, les inciter à suivre nos choix, ou pas. On se retrouve après le jingle. Alors, on commence avec Louise, qui, je crois, veut nous présenter une série. Oui, The End of the Fucking World. Voilà, parce que j'aime bien parler... Tu peux traduire pour les gens qui ne parlent pas anglais ? La fin de ce putain de monde, peut-être. Pas mal. Voilà. Traduction libre, assez proche du titre. Alors, cette série, c'est un peu une sorte de Bonnie and Clyde totalement absurde, où on suit un gamin psychotique qui nous explique qu'il a déjà tué plusieurs animaux et qu'il a envie de tuer une vraie personne. Et ce gamin doit avoir 15 ans et il y a une fille qui lui tombe dessus et qui a le même âge que lui, dans la même classe, et qui le provoque un petit peu, et puis en fait ils finissent par sortir ensemble et il se dit qu'elle sera la proie parfaite. Sauf que cette fille est aussi tarée que lui. Ils se lancent dans une course-poursuite où ils quittent leurs parents chacun, avec un quotidien qui n'est pas des plus fameux. La fille d'un côté qui a un beau-père pervers et le gamin qui ne ressent aucun amour pour son père et qui le trouve stupide comme pas possible. Et donc on voit ces deux passer de maison en maison, d'endroit en endroit, avec toujours des problèmes qui leur arrivent, et on se demande quand est-ce que la course-poursuite va s'arrêter. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était brillamment joué, c'était de l'humour noir à l'anglaise. Si je me trompe pas, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est une série britannique.
Donc, ce qui pour moi explique son succès, en tout cas en termes d'absurde et d'humour noir. Le conseille chaudement, c'est un petit bijou, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et on rappelle le titre, The End of the Fucking World. Ou la fin de ce putain de monde. Gabriel, que nous conseilles-tu ? On va avoir une série française parce qu'il y en a aussi des bonnes françaises, heureusement. Donc c'est la deuxième saison de Baron Noir qui a commencé la semaine dernière sur Canal+, pour ceux qui sont pas pour ceux qui sont abonnés. Même si on peut déjà voir plusieurs épisodes. Et donc j'avais bien aimé la première saison puisque Baron Noir, ça parle, donc je rappelle, d'un député socialiste du nord de la France. Kurt. D'accord. Oui, et qui est joué donc par Kad Merad, et donc qui raconte un peu les péripéties d'un député socialiste qui malheureusement a des problèmes avec la justice et qui va être emprisonné. Et donc la saison s'arrêtait là pour la saison 1 au moment de la campagne présidentielle, et la saison 2 pour moi, sur le premier épisode que j'ai vu en tout cas, est d'un niveau aussi bon voire meilleur que la première, où ça commence assez fort avec le résultat de la présidentielle et puis toutes les intrigues. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on voit vraiment l'intérieur de la politique et le côté qu'on ne voit pas forcément nous, citoyens, on va dire, de l'intérieur de la politique, avec tout ce qui peut se passer de bien et de pas bien d'ailleurs. Tout ce qui est arrangement entre amis, mais aussi tactique, réflexion et alliance de circonstances ou pas, des choses comme ça. Si on met la traduction de arrangement entre amis, c'est magouille. Oui, mais pas forcément. Il y en a forcément quand tu arrives dans ces choses-là. Corruption, voilà. Mais aussi, d'autres choses qui sont très bien, comme l'entraide ou d'essayer d'aider quelqu'un de son camp à devenir président de la République, par exemple. Donc voilà, on voit vraiment tout le mécanisme de la politique, comment ça marche, dans les bons, mauvais côtés. Et donc c'est ce que j'aime dans cette série, que je trouve assez réaliste sur le monde politique français, en tout cas, à travers donc la figure de ce député socialiste du Nord, Rick Vert, comme tu dis, qui va connaître des ascensions et puis des descentes assez fortes, comme certains politiciens malheureusement, et qui peut-être va remonter ensuite. Mais ça, je vous dis pas la suite de la série. Donc pour quelques semaines encore, la saison 2 de Baron Noir sur la politique française, série filmée par un réalisateur libanais. Tout à fait. Et donc toi, Marc, quel est ton conseil culturel du jour ? Alors moi je vais vous conseiller 2 fois Charlotte Gainsbourg. Tout d'abord son dernier album qui s'appelle Reste, c'est son premier album où elle chante en français. Il est pas mal, donc toujours la même voix, c'est un album de la maturité, un album qui rend quelque part hommage à son père. Charlotte Gainsbourg, pour les gens comme moi, c'est d'abord l'image de la petite fille dans La effrontée de Claude Miller. Puis c'est aussi une jeune fille que son père, Serge Gainsbourg, fait chanter, notamment avec une chanson qui, à mon avis, aujourd'hui, passerait très très on ne pourrait pas faire chanter, c'est Lemon Incest avec Charlotte Forever. On est en 2018, sans doute que ce type de chanson ne serait plus possible. Non. Mais c'était quand même un très beau texte. Et donc cette fois-ci elle nous propose Rest. Et je propose aussi qu'on aille voir Charlotte Gainsbourg au cinéma dans un film qui est sorti il y a quelques semaines, qui est une adaptation du roman de Romain Gary, La promesse de l'aube. Alors La promesse de l'aube, c'est quoi ? C'est un roman autobiographique. Plus qu'un roman autobiographique, c'est une lettre d'amour d'un fils à sa mère. Donc la mère, c'est Mina. C'est le rôle joué par Charlotte Gainsbourg dans le film. Alors l'adaptation est plutôt réussie, assez fidèle, mais je conseillerais quand même d'abord de lire le roman, qui est quand même plus intéressant que le film, même s'il y a quelques reconstitutions historiques et notamment des combats aériens qui sont très réussis dans le film. Le rôle de Romain Gary est joué par Pierre Ninet, et Charlotte Gainsbourg est cette mère qui croit dès les premiers moments en l'avenir de son fils, qui lui dit « Mon fils, tu seras ambassadeur de France ». Il faut savoir qu'ils sont juifs, il grandit à Vilnius, qui s'appelle à l'époque Vilno, et ils s'exileront ensuite à Nice. Et donc elle lui dit « Tu seras ambassadeur de France, tu porteras des costumes que tu auras fait faire sur mesure à Londres, tu seras écrivain, tu seras un artiste et tu seras célèbre ». Et finalement, il va passer la plupart des jeunes années de sa vie à exaucer le vœu de sa mère. Et dans le film, donc le film c'est une saga qui part de l'enfance de Romain Gary
qu'à la découverte de la mort de la mère, incarnée par Charlotte Gainsbourg. Alors là, on pourrait dire que cinématographiquement, le réalisateur a été un peu fort sur le côté maquillage, et ça n'apporte pas grand-chose de voir Charlotte Gainsbourg en mère diabétique, vieille et malade, avec des cheveux blancs. C'est mon avis, apparemment Gabriel n'est pas d'accord. Mais en tous les cas, il y a aussi dans le geste de cette mère pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle est en train de mourir, voire même elle est morte, elle écrit des dizaines de lettres qui seront communiquées à Romain Gary sur le front grâce à une amie en fait, et il croit que sa mère est toujours vivante alors qu'elle est morte et qu'elle lui envoie des lettres pour l'encourager. Ça, dans le livre, c'est assez beau. Et juste pour terminer, une petite incise aussi avec un livre récent de François-Henri des Érables qui s'appelle Un certain monsieur Piquelny, qui est un hommage d'un jeune écrivain français à Romain Gary. Gabriel, tu voulais compléter ? Ouais, disons que en fait, il a respecté ce que sa mère a dit, et il avait le droit de se battre pour une fille, pour sa mère ou pour la France. Il a fait les trois, donc c'était pas mal. Et ça t'a bien plu ? Ouais, surtout la dernière. Alors, puisque tu as la parole, quel est ton deuxième conseil ? Donc là, je vais parler cinéma avec un film qui est toujours à l'affiche, même si c'est vraiment ça vous intéresse, il faudra y aller rapidement. C'est un film historique, Les Heures sombres, ça s'appelle, donc qui parle de Churchill, notamment Churchill qui donc là, ça raconte pas toute sa vie. Faut pas vous attendre à ce qu'on me raconte toute l'épopée de Churchill, mais le moment le plus important, c'est quand il arrive au pouvoir en tant que Premier ministre pendant donc les années de guerre. Donc je rappelle. En 39-45, quand c'est au moment où l'Allemagne a envahi la France et que Churchill se retrouve aux manettes en Angleterre. Et donc c'est un film vraiment très intéressant, je trouve, et que moi j'ai beaucoup aimé sur l'intérieur de Churchill, voir comment lui, à l'époque, il vivait les choses pour devenir Premier ministre, et surtout comment il était un peu seul contre tous à l'époque, puisqu'il faut rappeler que le Premier ministre anglais de l'époque, avant lui, était plutôt pro, Chamberlain il s'appelait, il faut négocier avec l'Allemagne pour essayer d'avoir une paix et ne pas faire la guerre, et lui c'était le seul à l'époque, enfin le seul en tout cas très minoritaire, qui voulait lui justement continuer le combat avec la France d'abord et tout seul ensuite contre les Allemands. Et donc on voit vraiment bien un peu cette torture qu'il avait à l'époque, difficile, entre la pression qu'il avait de par les propres membres de son parti qui ne le soutenaient pas, et les membres du parti travailliste qui eux étaient plus favorables à son idée, et comment il a réussi à convaincre même le roi de continuer à faire la guerre. Et en fait on peut dire aujourd'hui ça c'est vrai, il a eu raison, puisque on sait comment ça a fini et que les Anglais ont réussi à résister. Mais vraiment intéressant de voir déjà le personnage, parce qu'on voit l'acteur joue très bien le rôle, et on voit très bien la psychologie de Churchill, comment il vivait. C'est vrai qu'il buvait énormément, il fumait, et ça fait le charme de personnage. Il vivait des colères aussi. No Sport. Voilà, No Sport entre autres. Et donc c'est vraiment, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé en tant qu'historien, mais je le conseille vraiment à tout le monde, parce que même si ça peut paraître lent, c'était vraiment intéressant, et donc je le conseille pour ceux qui aiment ce genre de film. Donc sur grand écran, Les Heures sombres, et je pense qu'on repasse sur le petit écran avec Louise pour un dernier conseil. Alors, encore une fois, cette série que j'adore et qui vient de sortir une nouvelle saison, la saison 4, Black Mirror. Cette fois-ci, le fil rouge, c'est la copie du cerveau humain. Donc, il est question d'enfer artificiel. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Ça peut être notamment à travers l'épisode Archangel réalisé par Jodie Foster, qui a été très très réussi. Les questions de l'oppression des parents sur leur enfant, avec comment les technologies permettent de rassurer les parents en suivant leur enfant H24. En fait, Black Mirror fait plusieurs thèmes avec plusieurs types de films. On a même aussi un épisode en noir et blanc qui ressemble un petit peu à une sorte de western de course-poursuite entre un robot et une personne. Et 2 épisodes. Je n'évoquerai pas ces épisodes totalement parce que ce serait du spoil, mais qui nous reprennent les thèmes de Star Trek et l'idée d'un Black Museum où en fait une sorte de musée de l'horreur, et 2 épisodes qui moi m'ont particulièrement marqué parce que c'est vraiment une réflexion sur l'immortalité à travers la technologie.
et qu'est-ce qu'elle peut avoir de mauvais aussi. Et voilà, c'est encore une fois Black Mirror frappe fort, surtout en ce qui concerne les technologies mises en place autour des enfants qui sont d'actualité. Donc au final, ce n'est pas si loin. On se rend compte avec le temps que Black Mirror est de plus en plus proche du présent que du futur. Voilà, je vous conseille. Voilà, on arrive au terme de ce 20e numéro Délivrez-vous. Je tiens à remercier mes chroniqueurs qui m'ont encore une fois brillamment accompagné. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez apprécié notre débat et nos propositions culturelles. Vous pouvez nous retrouver sur le blog http://culture-tout-azimut.over-blog.com. N'hésitez pas à le faire connaître. Aujourd'hui, le blog a 3200 visiteurs. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour le 21e numéro Délivrez-vous, où il sera question d'immobilier à travers le métier d'agent immobilier. Et oui, ciao, à bientôt. À bientôt. Au revoir.